Bonsoir à tous. Écoutez, je suis ravi d'être présent parmi vous ce soir au Forum des images dans le cadre de cette thématique London Calling pour vous parler d'un âge d'or du cinéma fantastique, l'âge d'or du fantastique anglais dans les années 50-60 et la manière dont le fantastique anglais s'est saisi de ce thème qu'est l'apocalypse à Londres. Je préfère le cinéma à la messe, les trucages y sont meilleurs. Voilà ce qu'avait coutume de dire Jean Boulet, le père fondateur de la cinéphilie fantastique française. Alors incontestablement, ce bon mot digne d'Oscar Wilde prend tout son sens à la vue des films apocalyptiques anglais qui ont commencé à voir le jour à partir des années 50. Cette semaine apocalyptique London, ici au Forum des images, le souligne de manière particulièrement évidente, décennie après décennie. C'est devenu un véritable genre en soi. Et celui-ci a non seulement accouché d'un grand nombre de films, mais d'une très grande diversité d'approches. Alors il y a les classiques de la science-fiction, comme Le jour où la Terre prit feu de Val Guest, comme Les monstres de l'espace de Roy Ward Baker. Il y a les variations érotico-horrifiques, comme Life Force de Toby Hooper. Il y a les films de zombies, comme 28 jours, 28 semaines plus tard. Il y a les récits d'anticipation, comme Le Fils de l'homme et The Last England. Et il y a aussi les inclassables qu'on peut rattacher à cette veine apocalyptique ou, disons, post-apocalyptique, comme Orange Mécanique de Stanley Kubrick au début des années 70. Alors la première question qui vient à l'esprit, c'est tout simplement pourquoi Londres ? Alors le premier élément d'explication est d'ordre culturel. Et pour le saisir, il faut revenir aux origines de la notion d'apocalypse. Le texte fondateur, bien sûr, c'est la Bible, avec l'Apocalypse de Saint Jean. Même s'il y a eu d'autres versions de l'Apocalypse avant, évidemment, c'est ce texte qui est fondateur. Mais dès l'époque de Saint Jean, l'Apocalypse est devenu en soi un genre littéraire. Il y a eu toutes sortes de textes apocryphes du Nouveau Testament, avec par exemple l'Apocalypse de Pierre, l'Apocalypse de Jacques, de Paul, d'Étienne, etc. Et immédiatement, c'est aussi devenu une tradition picturale qui s'est épanouie de l'époque médiévale jusqu'à aujourd'hui, notamment jusqu'au XXe siècle avec les peintres expressionnistes allemands dans les années 1900. Alors, appliquée au domaine de la fiction et du cinéma, cette tradition apocalyptique, cette tradition littéraire et picturale ne pouvait que s'épanouir dans le domaine du fantastique. Et là, précisément, il y a une spécificité anglaise. Si on prend la France, par exemple, tout ce qui relève de l'irrationnel a toujours été un petit peu rejeté dans les limbes depuis la Révolution française. Et fort logiquement, ici, en terre cartésienne, le genre fantastique, précisément parce qu'il exacerbe les sentiments irrationnels de la terreur et du désir, a toujours été vu avec une certaine suspicion. À l'inverse, en Angleterre, le goût pour le fantastique a toujours été partie intégrante de la culture nationale. C'est l'Angleterre qui, par exemple, a inventé le roman noir avec Le Moine de M.G. Lewis, avec Les Mystères d'Udolpho d'Anne Radcliffe. C'est l'Angleterre qui a fourni au genre gothique ses plus grands chefs-d'œuvre littéraires, avec Frankenstein de Mary Shelley, avec Dracula de Bram Stoker. Et au-delà, d'ailleurs, de la seule production artistique, on sait que le goût de l'occultisme, par exemple, était bien réel dans les hautes sphères de l'élite victorienne à la fin du XIXe siècle. On peut par exemple citer cette fameuse société secrète, The Golden Dawn, dont Sir Arthur Conan Doyle était membre à part entière. On peut citer aussi l'étrange parcours du sataniste Aleister Crowley, qui a fasciné énormément de monde en Angleterre, jusque par exemple au guitariste de Led Zeppelin, Jimmy Page, qui un beau jour, au début des années 70, a racheté le château d'Aleister Crowley au bord du Loch Ness, en Écosse. Bref, il y a tout un background culturel spécifique à l'Angleterre qui est propice au développement d'un riche cinéma fantastique britannique et donc à l'émergence d'un genre apocalyptique. Mais il y a une autre raison à cette émergence qui tient cette fois à l'histoire même de la ville de Londres. Londres, c'est une ville qui par deux fois a fait l'expérience bien réelle d'une destruction de très grande envergure. Il y a d'abord eu le grand incendie de 1666, qui pendant 3 jours a dévasté la City et qui a menacé le quartier aristocratique de Westminster, qui a menacé le palais Whitehall, qui était la résidence du roi Charles II, qui a menacé la plupart des quartiers pauvres de banlieue. En tout,
à cette époque-là, lors de cette catastrophe, il y a eu 13 200 maisons, 87 églises paroissiales, la première cathédrale Saint-Paul et la majorité des bâtiments des autorités de la cité qui ont été détruits. On estime à peu près qu'il y a eu 80 000 Londoniens qui ont été privés de logement à cette occasion-là. Et le nombre de morts, ça, pour le coup, on a du mal à le quantifier parce qu'il n'y a pas eu vraiment de registre tenu par rapport à ça. Bref, ça a été une énorme catastrophe. Et beaucoup plus récemment, il y a eu aussi un autre événement de destruction à Londres, c'est évidemment le Blitz, c'est-à-dire les bombardements nazis sur les grandes villes anglaises, au premier rang desquelles, bien sûr, Londres. C'est l'épisode le plus célèbre de la bataille d'Angleterre, de septembre 40 à mai 41. L'idée d'Hitler, pour cette tentative d'invasion, était tout simplement de viser les populations civiles, de les confronter à l'idée de destruction absolue, pour les décourager et provoquer une capitulation de l'Angleterre. Alors finalement, ça a été une erreur stratégique absolue, dans la mesure où finalement c'est ce qui a provoqué plus tard la défaite nazie, mais néanmoins, pour Londres, les conséquences ont été tout à fait tragiques. Les quartiers populaires de l'East End, par exemple, ont été très durement touchés. Il y a eu des milliers de morts, il y a eu un exode massif de la population. Alors ce soir, plutôt que de faire un panorama complet de l'apocalypse londonienne au cinéma, ce que je vous propose de faire, c'est de nous focaliser ensemble sur quelques films fondateurs, et parmi eux, notamment, Les Monstres de l'espace de Roy Ward Becker. L'idée, c'est de comprendre comment ce thème a pu devenir un genre cinématographique à part entière. Comment il a exprimé les grands traumas de l'histoire londonienne, comment il a réinvesti tout un imaginaire fantastique spécifiquement anglais. Alors, l'une des toutes premières représentations assumées de l'apocalypse londonienne au cinéma a été offerte par un film de science-fiction réalisé par Val Guest en 1955 qui s'intitule « The Quatermass Experiment », le monstre en français. C'est un film fondateur pour le thème qui nous occupe ce soir, mais c'est aussi plus largement une date dans l'histoire du cinéma britannique. En fait, il s'agit tout simplement du premier film fantastique produit par le studio londonien Hammerfilm, un studio mythique. À première vue, le thème de l'apocalypse n'est pas du tout central dans le film. Adapté d'une série à succès produite par la BBC et écrite par Nigel Kneale, le film met en scène un personnage, le professeur Bernard Quatermass, un scientifique qui dispose de son propre département de recherche financé par l'État, où en toute indépendance, il a mis au point une fusée, la première fusée, capable d'emmener des hommes dans l'espace. Mais problème, lorsque celle-ci revient de son tout premier voyage, un seul des 3 astronautes qui l'a piloté est encore vivant, et celui-ci se transforme bientôt en un espèce d'horrible monstre ayant la faculté non seulement de se démultiplier, mais qui en plus est soumis à d'horribles pulsions meurtrières qui va évidemment provoquer bien des dégâts dans Londres. Alors on le voit, il s'agit en fait d'un récit finalement assez classique de science-fiction, un récit centré sur les mystères de la conquête spatiale, centré sur les dangers de la recherche à tout prix. Et son originalité tient finalement à l'introduction d'éléments horrifiques, d'ailleurs assez graphiques pour l'époque, qui font que ce film tranche finalement avec les habitudes de la science-fiction américaine de l'époque. Les années 50, c'est vraiment un âge d'or de la science-fiction américaine, avec toutes sortes de films qui expriment le contexte immédiat de guerre froide, notamment. Et donc, voilà, l'introduction d'éléments horrifiques, d'éléments graphiques de ce type-là, fait que le film va finalement connaître un grand succès en Angleterre, mais également un grand succès international. Alors, si l'apocalypse londonienne n'est pas le sujet principal du film, ce thème finit néanmoins par s'imposer de manière assez explicite dans la séquence finale du film. Une séquence qui finalement révèle qu'il s'agit là de la vraie angoisse sous-jacente de The Quatermass Experiment. La créature, qui est devenue une sorte de blob dégoulinant particulièrement repoussant, une créature qui donc n'a plus rien d'humain, se prépare à se démultiplier au sein de l'abbaye de Westminster où elle a trouvé refuge et
et où une équipe de télévision est là en train de tourner un documentaire précisément sur ce monument. Alors c'est cette séquence finale donc, du film que je vous propose de voir maintenant. Hello, Battlesea. Stand by. Switch on. Avec cette séquence de mise à mort du monstre, la problématique de la représentation de l'Apocalypse à Londres est posée, clairement posée. La première chose frappante ici, c'est évidemment le choix du lieu, l'abbaye de Westminster. C'est probablement l'édifice religieux le plus célèbre de Londres, voire même de toute l'Angleterre. Construite au XIIIe siècle, l'église est non seulement le lieu historique des couronnements royaux depuis Guillaume le Conquérant en 1066, c'est-à-dire avant même l'édification de cette église, mais elle abrite de plus une prestigieuse nécropole. Sont enterrés ici un grand nombre des monarques britanniques, les Tudors, les Stuart, Marie Stuart, Élisabeth Ier, Henri III, etc. Sont également enterrés ici dans un endroit particulier de l'église, dans le Poets' Corner, les grands écrivains du royaume, Charles Dickens, Rudyard Kipling, et un peu plus loin, d'autres figures emblématiques, comme le physicien Isaac Newton, et même l'acteur shakespearien Laurence Olivier. À l'époque du film, il n'est pas enterré, évidemment, parce qu'il est encore vivant. En choisissant l'abbaye de Westminster pour son final, le film désigne donc à la fois un espace réel, la ville de Londres, un espace politique, religieux et culturel, la monarchie anglaise, et plus largement, toute une histoire, celle de la nation anglaise, son passé, son présent, son futur potentiel. Cet aspect-là est d'autant plus évident qu'il est surligné par la présence de la petite équipe de télévision qui vient filmer le monument pour un documentaire qui est censé d'ailleurs passer en direct à la BBC, c'est ce qui est expliqué dans le film. C'est donc une incarnation de Londres à la fois réelle et symbolique que menace le monstre par sa seule présence physique dans l'église. Voilà tout le sens de cette image d'horreur construite sur le contraste entre la plastique délibérément grotesque du monstre et la beauté gothique du monument. Et au-delà des raisons invoquées par le scénario, c'est toute la dimension symbolique de ces plans de Londres soudainement plongés dans les ténèbres à travers ces monuments emblématiques, Trafalgar Square, Big Ben, ou alors ces quartiers comme Kensington, etc. Voilà. Val Guest offre donc ici l'image type d'une apocalypse londonienne, l'image d'un monde en passe de mourir, parce que menacé dans son intégrité physique et culturelle. Alors évidemment, on pourra me rétorquer que précisément, cette fin du monde ici n'a en définitive pas lieu, précisément parce que le monstre est mis à mort. Mais c'est là qu'intervient un autre aspect très important de la séquence que vous venez de voir, c'est les choix de mise en scène de Val Guest. Val Guest utilise ici la petite équipe de télévision présente dans l'abbaye pour jouer le jeu d'une mise en abîme. C'est à travers un écran de télévision que l'on voit pour la première fois le monstre. C'est à travers ce même écran de télévision qu'on le voit finir de brûler.
De ce fait, il nous place exactement, nous spectateurs, dans la même situation angoissante que ces personnages. Nous sommes les spectateurs passifs de cette image d'horreur dont on ne sait dans quel sens elle va évoluer. Est-ce que l'issue sera positive? Est-ce que l'issue sera négative? Voilà, c'est la même question angoissante qui est posée aux personnages et à nous. Évidemment, le procédé en fait est riche en termes de suspense, mais néanmoins, ça va beaucoup plus loin qu'un simple effet de suspense. Parce qu'en utilisant ce procédé de la mise en abîme, Val Guest tente tout simplement de donner une réponse à cette question essentielle: comment représenter l'apocalypse au cinéma? Alors pour bien comprendre les choses, là, il faut faire un petit point d'étymologie. Étymologiquement parlant, apocalypse, le terme apocalypse vient du grec qui signifie apocalypsis, j'ai du mal à le dire, qui signifie révélation. L'Apocalypse de Saint Jean, c'est un récit prophétique, c'est une révélation sur ce que sera la fin des temps. Par ce choix de mise en scène, dans cette séquence, Val Guest propose donc une définition cinématographique de l'Apocalypse à la fois évidente et très riche. L'Apocalypse, c'est tout simplement une image qui ne cesse de nous hanter. C'est la raison pour laquelle, à la fin de la séquence, l'un des personnages qui est face à l'écran de télévision, le personnage qui est au milieu du cadre, semble si désabusé au lieu d'être joyeux. C'est moins le sentiment d'avoir échappé au pire qui l'emporte que l'idée d'avoir entrevu, l'espace d'un instant, l'inéluctable fin des temps dans l'image de ce monstre niché sous les arches de l'abbaye de Westminster. Alors cette image, évidemment, elle est fondatrice. Elle est d'autant plus fondatrice que, on l'a déjà souligné, The Quatermass Experiment, le monstre, c'est le premier film fantastique tourné par ce studio londonien qui est la Hammer Film. Alors ici, un petit focus sur cette maison de production est nécessaire pour comprendre comment va s'infuser de manière souterraine ce thème apocalyptique dans le cinéma fantastique anglais. Le film de Val Guest en 1955 est un énorme succès, et du coup, ce dernier va réaliser une suite dès 1956. Ce sera Quatermass 2, la marque en français. Mais ce coup-ci, s'il s'agit toujours d'un récit extraterrestre, le récit, cette fois, est beaucoup moins porté sur l'idée d'apocalypse. Le vrai sujet de cette suite, c'est plutôt la paranoïa liée à la figure de l'ennemi de l'intérieur, un thème très influencé là, par le contexte immédiat de la guerre froide. Et l'année suivante, en 1957, le studio va encore s'éloigner davantage du thème qui nous intéresse ce soir, puisqu'il produit Frankenstein s'est échappé, une adaptation en couleur du livre de Mary Shelley. Alors, ce film, il faut quand même en dire deux mots, parce que c'est un tournant dans le fantastique anglais. C'est un film majeur parce qu'il révèle les acteurs Peter Cushing et Christopher Lee, parce qu'il révèle le cinéaste Terence Fisher, parce qu'il remet au goût du jour le genre gothique en le modernisant. Désormais, le genre sera érotique, sanglant, en couleur, subversif. Voilà en gros tous les ingrédients nécessaires qui vont faire que le genre va à nouveau triompher au box-office. Et c'est ce qui va faire, grosso modo, la légende de la maison Hammer. À partir de 1957, la Hammer va se lancer dans toute une politique de remake des grands films d'horreur des années 30. Ils vont faire 6 Frankenstein avec Peter Cushing, dont la plupart réalisés par Terence Fisher. Ils vont faire 7 Dracula avec Christopher Lee, dont le cauchemar de Dracula en 1958. Ils vont faire d'autres variations sur les grands thèmes classiques comme La nuit du loup-garou, Le fantôme de l'opéra, Les deux visages du docteur Jekyll. Ils vont mettre en scène de nouveaux monstres comme la femme reptile, la gorgone, etc. Tout ce cycle de films va faire que la Hammer, à un moment donné, va devenir non seulement le leader du genre en Angleterre, mais le leader du genre dans le monde entier, jusqu'au début des années 70. Alors tous ces films d'horreur gothique, à petit budget, parce qu'on est dans une économie de la série B, semblent donc a priori très éloignés du thème qui nous intéresse ce soir, l'apocalypse à Londres. Mais lorsqu'on les observe de plus près, lorsqu'on regarde entre les images, quelque part, on s'aperçoit que ce thème de l'apocalypse pointe néanmoins de manière sous-jacente comme un héritage direct de The Quatermass Experiment. Si on se focalise par exemple sur le mythe de Dracula, il est évident que le personnage du chasseur de vampires professionnel, Van Helsing, interprété par Peter Cushing, combat Dracula parce que la contamination vampirique mènerait, selon lui, le monde à sa perte. Il y a l'idée de la fin du monde qui est contenue ici.
Et d'ailleurs, dans le tout dernier épisode de la saga consacrée à Dracula, dans Dracula vit toujours à Londres, en 73, le seigneur des vampires, pris sans doute d'une étrange pulsion suicidaire, projette d'organiser la fin du monde grâce à un super poison bactériologique digne de Fu Manchu. Alors Dracula, jusque-là, c'était l'antéchrist, mais par la baguette magique d'un scénario particulièrement foutraque et sérialesque, le voilà devenu la bête de l'apocalypse. Alors finalement, la chose n'est pas dénuée de logique. Dans le cycle Hammer, dans son cycle gothique, l'angoisse liée à la notion d'apocalypse, cette fascination qui est peut-être au cœur de l'inconscient collectif londonien pour des raisons culturelles et historiques évidentes qu'on a déjà exposées, cette angoisse, donc, est finalement réinvestie de manière souterraine dans le comportement débridé des monstres classiques. Frankenstein, Dracula, le loup-garou, la momie, le fantôme de l'opéra menacent l'intégrité physique et culturelle de l'Angleterre victorienne, comme le blob de Quatermass menace l'abbaye de Westminster. On est dans la même idée, finalement. Et d'ailleurs, petite anecdote, Terence Fisher, le réalisateur de la majorité des chefs-d'œuvre de la Hammer, avouera dans les années 70, après avoir cessé ses activités de réalisateur, que son grand regret fut de ne jamais avoir tourné son adaptation du fameux « Je suis une légende », la nouvelle de Richard Matheson. À un moment donné, la Hammer avait envisagé d'acheter les droits du roman pour en tourner une version. Et évidemment, on imagine sans problème ce qu'aurait pu faire Terence Fisher à partir d'un thème pareil. Il aurait pu donner une représentation saisissante de l'apocalypse vampire à Londres. Bon, néanmoins, le film ne verra pas le jour. Finalement, durant cet âge d'or du fantastique anglais, il y a 2 films où le thème de la fin des temps est abordé de front. 2 films qui, pour des raisons complémentaires, vont imposer l'apocalypse londonienne comme un genre à part entière. Il y a Le jour où la Terre prit feu, un film à nouveau signé de Val Guest, mais cette fois en dehors de la Hammer. Ce n'est pas une production Hammer, mais néanmoins, c'est un film qui participe complètement du même mouvement. Hein. On est dans la même économie de cinéma, le cinéma bis, la série B, on est quelque part dans la même thématique. Et le deuxième film, Les monstres de l'espace, donc là, ce coup-ci, une production Hammer de 67, un film qui n'est autre que finalement le 3e volet de la saga consacrée au professeur Bernard Quatermass que vous avez aperçu dans le tout premier extrait. Alors, on va d'abord se focaliser sur le premier des 2 films, sur le film de Val Guest. Dans The Quatermass Experiment, Val Guest avait finalement livré une vision théorique de l'apocalypse au cinéma, avec ses héros hantés par des images de destruction. Avec Le jour où la Terre prit feu, le réalisateur passe cette fois, en quelque sorte, à la pratique. Il s'attache à développer l'iconographie la plus riche possible de l'apocalypse à Londres. Alors, à la différence du film de 55, cette fois, le scénario est donc un récit apocalyptique type. On peut le résumer comme suit. Suite à un essai nucléaire américain qui a lieu au pôle Sud, en même temps précisément qu'un essai nucléaire soviétique qui a lieu au pôle Nord, la Terre se trouve légèrement déviée de son axe de rotation, si bien que les climats s'en trouvent complètement perturbés, ce qui provoque de nombreuses catastrophes. À Londres, où les tensions dans la population se multiplient, un journaliste qui couvre le phénomène enquête. Mais bientôt, la terrible réalité s'impose à lui comme à tout le monde, d'ailleurs. La Terre s'est en réalité détachée de son orbite et se rapproche inexorablement du Soleil, attendant le jour où elle prendra feu. Alors, la structure narrative du film respecte la logique qui était déjà à l'œuvre dans The Quatermass Experiment. Val Guest ne filme absolument pas la fin du monde en tant que tel, mais tous les dérèglements qui, de près ou de loin, donnent une image juste de ce que sera sans doute cette fin des temps imminente. Et c'est la raison pour laquelle le film s'achève d'ailleurs dans un moment d'incertitude. À la fin du film, on tente de nouveaux essais nucléaires pour essayer de remettre la Terre sur son orbite, et on ne sait absolument pas si ça va se solder d'une réussite ou d'un échec. On ne sait absolument pas, même si ça va provoquer un apocalypse nucléaire. Pourquoi pas? On est dans ce moment d'incertitude, et ça, c'est extrêmement significatif. Ce qui compte ici, ce sont donc tout simplement toutes ces images de chaos, ces images
de chaos annonciatrices de la fin des temps, ces images apocalyptiques au sens précis du terme, au sens étymologique du terme, ces morceaux de bravoure spectaculaires qui d'ailleurs influenceront par la suite de nombreux films. Alors il y a de nombreux plans sur les rues désertiques du centre-ville londonien, il y a des plans sur ces rues jonchées de détritus, sur ces rues irradiées de soleil. Il y a des séquences entières consacrées aux explosions de violence sous forme d'émeutes incontrôlables dans les grandes artères de Londres, de longues scènes d'incendies ravageant les immeubles. C'est une séquence de ce type que je vous propose de voir maintenant, une séquence qui intervient au milieu du film, une séquence de tempête absolument extraordinaire. Voilà. Alors, ce qui est particulièrement frappant ici, c'est que cette fois, le personnage principal, c'est Londres. Les hommes sont réduits au rang de silhouettes. Ce sont soit des anonymes victimes de la tempête, soit des foules apeurées cédant aux sirènes de prédicateurs qui annoncent le jugement dernier. La ville, elle, est filmée comme une entité vivante. Les fenêtres béantes sur la façade au tout début de la séquence semblent être littéralement ses yeux. On y distingue presque un regard effrayé face à la tempête qui arrive. Chacun de ces monuments et lieux emblématiques, la National Gallery, Big Ben ou la Tamise, sont comme des membres brutalement coupés d'un corps par la dynamique du montage, manière d'exprimer la menace qui pèse sur la vie organique de la cité. Le chaos apocalyptique, lui, répond à une définition finalement très simple. C'est un désordre dont chacun a déjà fait l'expérience, ici c'est tout bêtement une tempête, mais qui prend de telles proportions inédites qu'il semble pousser dans des retranchements littéralement fantastiques. Autrement dit, c'est un trauma qui finit par s'imposer comme un cauchemar bien réel. Et de ce point de vue, le choix du monument sur lequel s'achève la séquence ne doit absolument rien au hasard. On distingue le dôme et la façade de la cathédrale Saint-Paul, tandis que résonnent ces cloches. Il se trouve que ce monument érigé au cœur de la City a été construit sur les ruines de l'ancienne cathédrale Saint-Paul au lendemain du grand incendie de Londres de 1666 qui précisément avait détruit cette cathédrale. Voilà. Donc Valguest n'est donc plus ici dans la représentation abstraite de l'apocalypse londonienne. Il enracine ce fantasme de destruction absolue dans l'histoire même de la ville, dans son inconscient collectif. Il accouche donc ici de ce qu'on peut appeler une iconographie classique dont va pouvoir par la suite se nourrir le genre. Une étape cependant est encore nécessaire pour que le genre puisse s'épanouir en tant que tel. L'apocalypse londonienne doit d'abord se confronter pleinement au questionnement métaphysique que suppose un tel sujet. Et ça, c'est ce que va permettre en 1967 le film de Roy Ward Baker, Les monstres de l'espace, Quatermass and the Pit. Alors il a donc fallu attendre 10 ans avant que la Hammer ne revienne au personnage du professeur Quatermass. Le script de Nigel Kneale, en fait, il avait été écrit au milieu des années 50, il avait été remisé dans les placards, tout simplement en raison du succès
de Dracula et de Frankenstein. Bref, le gothique avait pris le pas sur la science-fiction. Mais ce retour finalement tardif à la science-fiction, finalement c'est une excellente chose, parce que ce nouvel épisode des aventures de Quatermass finalement puise toute sa force dans les grands films fantastiques que la Hammer vient de produire tout au long de la décennie. D'un certain point de vue, c'est un film synthèse, c'est un film somme. Incontestablement, en tout cas, c'est un sommet de la science-fiction anglaise des années 60. Il inspirera d'ailleurs directement de nombreux cinéastes. On peut citer John Carpenter, par exemple, qui, dans les années 80, en 87 précisément, je crois, a réalisé Prince of Darkness, Prince des Ténèbres, qui est littéralement un remake, finalement, de Quatermass and the Pit. D'ailleurs, pour la petite anecdote, Carpenter a signé le scénario de son film sous pseudonyme, et le pseudonyme, c'est Martin Quatermass. Voilà, la boucle est bouclée. Alors, par rapport aux épisodes des années 50, le casting du Quatermass de 1967 est renouvelé. C'est Andrew Keir qui reprend le rôle du professeur, qui remplace Brian Donlevy. À ses côtés, l'une des plus classieuses Hammer Girls de l'époque, Barbara Shelley, est là. Et les deux acteurs, Barbara Shelley et Andrew Keir, viennent en fait de connaître ensemble un grand succès gothique face à Christopher Lee dans Dracula, Prince des Ténèbres de Terence Fisher en 1966. Donc de ce point de vue-là, rien que par le choix du casting, on établit une sorte de continuité entre le genre gothique et la science-fiction de ce nouveau Quatermass. À la réalisation, Roy Ward Baker remplace donc Val Guest. Roy Ward Baker, ça c'est quelqu'un dont la personnalité va s'avérer finalement déterminante pour ce film. Baker, c'est un cinéaste britannique qui a entamé sa carrière finalement aux États-Unis à la fin des années 40. Il y réalise notamment un excellent et très étrange film noir qui s'intitule « Troublez-moi ce soir » avec Marilyn Monroe. Il revient en Angleterre à la fin des années 50 où il connaît un très grand succès avec un film qui s'appelle Atlantique, latitude 41 degrés, qui relate en fait le naufrage du Titanic. Voilà déjà d'une certaine manière un récit apocalyptique. Par la suite, il réalise un très étrange, à nouveau très étrange, western qui s'intitule Le Cavalier Noir en 1961. Il se tourne vers la télévision au milieu des années 60 où il réalise un grand nombre d'épisodes de Chapeau melon et bottes de cuir et du sein avec Roger Moore. Et il arrive donc à la Hammer, au sein de la Hammer en 1967 pour ce Quatermass qui va finalement lancer sa deuxième carrière qui sera entièrement dévolue au fantastique et qui fera lui l'un des grands maîtres du fantastique que l'on peut quasiment mettre sur le même plan que Terence Fisher. Alors, le choix donc de confier la réalisation à Roy Ward Baker va s'avérer décisif, mais en premier lieu, le film bénéficie d'abord, et surtout peut-être, d'un scénario Lovecraftien d'une redoutable intelligence. Alors cette fois, c'est une vision souterraine, c'est une vision introspective de l'apocalypse londonienne dont il s'agit. En gros, c'est l'histoire de la fin du monde racontée principalement depuis une station de métro fictive, Hobbs End, située sur la ligne centrale du métro londonien. Cette ligne centrale du métro londonien, au milieu des années 60, connaissait en réalité, à ce moment-là précis, des travaux. Et c'est précisément comme ça que commence le film de Roy Ward Baker, lorsqu'une équipe d'ouvriers chargée d'aménager donc une nouvelle station de métro à Hobbs End découvre ce qui semble être un aéronef extraterrestre. Alors tout de suite, parmi les personnages, deux théories s'affrontent. Il y a celle de l'armée qui prétend qu'il s'agit d'une ancienne arme de propagande nazie destinée à affoler Londres, autrement dit d'un coup de bluff qui est passé inaperçu en son temps et qui finalement refait surface 20 ans après le Blitz. Et il y a l'autre théorie, celle du professeur Bernard Quatermass, qui estime, lui, qu'il s'agit des vestiges d'une tentative d'invasion martienne qui aurait eu lieu 5 millions d'années auparavant. Alors évidemment, c'est Bernard Quatermass qui a raison. Mais il ne tarde pas à découvrir que les choses sont en fait beaucoup plus complexes, beaucoup plus problématiques et beaucoup plus inquiétantes. Parce que de tout temps, le quartier de Hobbs Lane, a été le théâtre de phénomènes très étranges, des apparitions de fantômes, des bruits inexpliqués dans les sols, ce qui explique d'ailleurs le nom du quartier. Hobbs désigne
C'est un des sobriquets du diable, c'est un nom du diable, Hob. En réalité, la présence de l'aéronef réveille des facultés dormantes chez ceux qui s'en approchent, des facultés que l'homme a héritées. La télékinésie, la télépathie, le don de double vue, etc. Plus grave, l'aéronef réveille bientôt des pulsions fascistes, des pulsions de meurtre, des pulsions de destruction qui menacent finalement de transformer Londres, 5 millions d'années après une première tentative, en colonie martienne. Alors comme le film précédent de Valguès, Le jour où la Terre prit feu, l'angoisse du film s'ancre donc dans l'histoire réelle de Londres, dans l'histoire même de Londres, avec cette référence explicite évidemment à la Deuxième Guerre mondiale, avec cette référence au bombardement nazi et au risque d'une fascisation de l'Angleterre. D'autre part, comme on l'a déjà dit, comme on l'a déjà souligné, le mot apocalypse signifie révélation. Et c'est précisément ce principe de révélation qui guide toute la narration absolument virtuose concoctée par Nigel Kneale et Roy Ward Baker dans ce film. Avec un sens du rythme et de l'ellipse extrêmement rare, chaque séquence amène la suivante par l'introduction d'une révélation inattendue, le tout sur un tempo qui s'accélère et qui accroît le sentiment d'inéluctabilité d'une fin dramatique. De ce point de vue formel, Les Monstres de l'espace, c'est le récit apocalyptique parfait. Mais c'est aussi un film qui prend à bras le corps le principe énoncé par Valguès dans son tout premier film, dans le The Quatermass Experiment, selon lequel l'apocalypse, c'est d'abord une image qui nous hante. Les Monstres de l'espace, c'est un film qui pose clairement, finalement, toute une série de questions. Qu'est-ce que ces images qui nous hantent ont à nous dire? Que révèlent-elles, finalement, de notre condition d'homme, de notre nature profonde? Alors, je vous propose de voir tout de suite un premier extrait. Il s'agit de la séquence de dissection d'un des martiens qui a été trouvé dans l'aéronef de la station de métro de Hobbs End. Les effets spéciaux assez rudimentaires peuvent prêter à sourire, avec ces poupées martiennes un brin figé et ce sang vert qui dégouline généreusement à l'écran. Et d'ailleurs, cet aspect-là avait été assez férocement critiqué à l'époque même de la sortie du film. Mais pour autant, ces défauts apparents participent paradoxalement de l'intelligence du propos. Cette séquence de dissection fait écho à bien d'autres séquences du même type offertes par la Hammer. Depuis Frankenstein s'est échappé en 1957, c'est devenu une sorte de morceau de bravoure presque obligé de tous les films produits par le studio. Ici, la logique visuelle est la même finalement que chez Terence Fisher. Terence Fisher, c'est celui qui, dans l'histoire du cinéma, a initié une esthétique sanglante, à la fois une esthétique sanglante en couleur, à la fois inédite, transgressive pour l'époque, et qui en a fait un véritable créateur de forme. Chez lui, le sang, c'est toujours un signe. Dans ses Dracula, par exemple, le sang renvoie à l'idée de pulsion essentiellement sexuelle. Dans ses Frankenstein, il renvoie à l'idée abstraite d'identité, chose dont la créature est précisément dépourvue. C'est ce qui en fait un monstre. Elle n'a pas d'identité. Bref, le sang, dans la Hammer, dans les films de la Hammer, renvoie à d'angoissantes questions métaphysiques sur la nature humaine. Et en même temps, l'approche fischérienne est essentiellement athée, si bien qu'on a dit à l'époque que le grand apport de la Hammer, c'est un renouvellement qui a pour nom matérialisme fantastique. Alors, pour bien comprendre ce qui est en jeu dans cette séquence, là, il faut s'attarder un petit peu sur cette notion de matérialisme fantastique. Qu'est-ce que c'est ? Après la peinture d'un inconscient collectif, l'expressionnisme allemand des années 20, après la représentation poétique et déréalisée d'un imaginaire fantastique, ça c'est l'épouvante américaine produite par le studio Universal dans les années 30, après un fantastique de l'invisible et de l'indicible, ça c'est les productions Val Newton des années 40, la Hammer propose finalement un cinéma humaniste fait de monstres fantastiques de chair et de sang qui évoluent comme autant de forces symboliques dans un monde bien réel, tout simplement le nôtre. Avec cette séquence de dissection martienne, Roy Ward Baker s'inscrit non seulement dans cette démarche matérialiste et athée, mais il propose une grande synthèse de tous les mythes
dont s'est emparé la Hammer, une synthèse qui débouche de fait sur la question de l'Apocalypse, mais qui reformule la question de l'Apocalypse de manière matérialiste et athée. Et ça, c'est tout à fait capital. Ce Martien est un souvenir qui a donné naissance à une image universelle du mal, explique Quatermass. Une image que l'on retrouve aussi bien sur les peintures rupestres que dans les gargouilles des églises. En une réplique, voilà Dieu et la religion relativisés comme un simple point de vue culturel à un moment T. Mais si ce souvenir refoulé nous obsède, s'il a imprimé notre rétine au point de devoir être exprimé de tout temps en images, c'est qu'il est devenu partie intégrante de nous-mêmes. Il est cette part d'ombre propre à tout homme que le sang vert dégoulinant plein cadre à l'écran révèle tout d'un coup en plein jour dans toute sa crudité. C'est là que réside finalement toute la magie propre au cinéma bis, sa propension à transformer un défaut dû à des contraintes budgétaires absolument évidentes en une qualité. Ce Martien fait de bric et de broc, c'est comme une image dans l'image, une manière de resituer l'esthétique de la série B dans la grande chaîne de l'histoire de l'art, de jouer sur sa pleine puissance d'évocation en synthétisant toutes les figures du mal en une seule. Cette image mentale finalement qu'est le Martien, c'est la gargouille d'hier, c'est le monstre Frankenstein d'aujourd'hui, puisqu'en s'imposant à notre volonté, elle nous dépossède de notre identité, c'est le vampire Dracula, puisqu'elle fait de nous l'esclave de nos pulsions, etc., etc. Bref, en jouant le jeu d'une totale hybridation des genres et des images, Roy Ward Baker réinvente finalement la bête de l'Apocalypse, ce monstre à 7 têtes qui représente la domination de Satan sur les hommes dans le texte de Saint Jean. La bête, il réinvente cette bête de l'Apocalypse, mais il la réinvente de manière matérialiste et athée. Ça, c'est vraiment l'aspect le plus important. Alors, c'est précisément sur ce point que l'apport de Roy Ward Baker en tant que cinéaste, par sa mise en scène, est absolument décisif. Roy Ward Baker, finalement, c'est le grand cinéaste de l'hybridation. C'est quelque chose que l'on retrouve non seulement dans la forme de ses films, mais même dans leur sujet. Hybridation, par exemple, des genres sexuels, avec le cavalier noir, un western dans lequel il ose raconter une histoire d'amour entre un prêtre qui tombe amoureux d'un cow-boy habillé de cuir noir, des pierres à la tête. Bref, c'est le premier grand western gay. Hybridation des genres sexuels avec The Vampire's Lover en 70, où il ose faire le premier grand film de vampire ouvertement saphique. Hybridation des genres sexuels, encore une fois, avec Dr. Jekyll et Sister Hyde, une variation transsexuelle sur le mythe de Jekyll et Hyde en 1971. Roy Ward Baker, c'est aussi le cinéaste de l'hybridation des genres cinématographiques. C'est ce qu'on retrouve par exemple dans Les 7 Vampires d'Or en 1973, un film qui mélange vampire et karatéka. C'était une coproduction Hammer-Shaw Brothers. Hybridation des genres cinématographiques, à nouveau, avec les monstres de l'espace, puisqu'ici, finalement, il s'agit d'une fusion de science-fiction et d'imaginaire gothique. Alors cette démarche d'hybridation, il la pousse à son paroxysme dans une séquence clé du film qui intervient assez peu de temps après cette séquence qu'on vient de voir. Peu après la dissection du Martien, l'aéronef provoque chez l'assistante de Quatermass des visions que le professeur parvient à matérialiser sur pellicule grâce à un appareil de son invention. Le film en question finit par être projeté aux militaires et aux ministres de la Défense pour les convaincre de la théorie martienne. Alors finalement, ce sera un échec parce que les militaires et le ministre vont rester sur leur version butée selon laquelle il s'agit tout simplement d'un vestige du Blitz. Ils vont être totalement dans le déni. Alors c'est précisément l'extrait que je vous propose de voir maintenant, c'est cette image mentale matérialisée sur pellicule. Yes. Très curieux, effectivement. Alors ici, on est à nouveau dans la mise en abîme qui était déjà celle dans la séquence que je vous ai passée tout à l'heure de The Quatermass Experiment. Voilà l'image mentale qui hante l'humanité, matérialisée en une image physique à laquelle sont confrontés les personnages de l'histoire. C'est un pas de plus dans la réalisation de cette prophétie qu'est l'Apocalypse avant que l'image ne se substitue tout simplement au réel. Ça, c'est la fin du monde. Ce qui est frappant, évidemment, ici, c'est la nature de l'image. Il y a la part d'universalité,
À travers les massacres rituels, c'est l'idée du mal absolu. Et il y a la part de particularisme londonien, la barbarie nazie et ses pogroms. C'est ce à quoi, finalement, a échappé la ville avec l'échec du Blitz au début des années 40. Et puis, il y a la forme. On est ici dans un mélange absolument jusqu'au boutiste de reportages documentaires tels qu'il y en a eu sur les programmes nazis, de cinéma muet façon Eisenstein avec de nombreux effets de surimpression, de films d'animation et d'esthétique propre à la série B. La texture de l'image allie le grain de la pellicule au bruit vidéo. Il y a même, d'un certain point de vue, un certain ton propre à certains films de cinéma bis, un certain comique involontaire, parce qu'à la limite, on ne comprend pas si bien ce qui se passe à l'image là-dedans, et le personnage est obligé finalement de commenter avant qu'on voit l'image pour bien qu'on comprenne ce dont il s'agit. Bref, on a une fusion totale des formes et des genres cinématographiques. Et par le fait même qu'il y a cette fusion à l'œuvre dans cette séquence, finalement, ce petit film, il relève tout simplement du cinéma expérimental, d'une certaine manière. Cette hybridation des formes, finalement, c'est l'image de notre complexité intérieure. Le récit apocalyptique, ce n'est pas que la prophétie de la fin du monde. Finalement, le récit apocalyptique, c'est un récit où l'humanité fait l'expérience ultime du réel, c'est-à-dire se confronter à sa propre nature, surtout dans ce cas-là de plus refoulé. C'est précisément ce que Roy Ward Becker filme lorsqu'enfin la catastrophe longtemps crainte par Quatermass finit par se réaliser. Dans les tréfonds de la station de métro Hobbs Lane, l'aéronef s'anime et réveille finalement l'héritage martien qui sommeillait chez les Londoniens. C'est un extrait de cette remontée soudaine de l'archaïsme à la surface que je vous propose de voir maintenant. Alors, Roy Ward Becker filme ici la destruction de la ville en prenant le contre-pied de ce qu'avait fait Val Guest dans le jour où la Terre a pris feu. Aucune image des monuments emblématiques de Londres, pas de plan sur telle ou telle rue célèbre. Ces images-là, elles existent et sont déjà classiques. Roy Ward Becker préfère donc les laisser hors champ pour se focaliser sur d'anonymes rues dont on sent bien à l'écran qu'il s'agit de maquettes, comme si l'on voulait renforcer l'idée d'apocalypse intérieur. Là, encore une fois, c'est la magie propre au cinéma bis qui rend qualité et défauts techniques parfaitement réversibles. Le fait de mettre en scène dans un pub Quatermass possédé à un moment donné par les Martiens participe de cette même idée d'apocalypse intérieure. Cette apocalypse londonienne est filmée dans les lieux les plus évidents de la vie quotidienne de la ville, presque dans son intimité. C'est l'exact inverse, finalement, du monstre de 1955 qui menaçait l'abbaye de Westminster. Le fait de mettre en... La nature des destructions rappelle évidemment les bombardements nazis. Ça, on est toujours dans cette thématique-là. De même, l'épuration raciale que sont ces massacres de rue désigne directement l'idéologie hitlérienne. Le trauma du Blitz remonte donc à la surface, mais il débouche de manière inattendue et tout à fait audacieuse, finalement, sur des questionnements d'ordre politique. Parce que faire un film qui démontre que l'armée a non seulement tort intellectuellement, mais est impuissante à sauver la population, le tout en se posant explicitement la question de savoir s'il n'y aurait pas en chacun de nous un petit nazi qui sommeille, voilà une démarche qui, dans l'Angleterre des années 60, est finalement particulièrement culottée. Et l'apparition du diable martien dans le ciel confirme tout à fait la chose. Voir le mal, c'est lui céder, semble dire le personnage qui accompagne Quatermass en lui défendant de regarder dans une sorte de réflexe puritain. Le puritanisme se défie toujours de l'imaginaire, se défie toujours de l'image. Ça, c'est toute l'expérience subversive propre au film de la Hammer qui est magnifiquement mise en scène ici. Nous donner à voir ce que les personnages s'interdisent de regarder. Loin de toute bigoterie, c'est l'identité contre-culturelle du récit apocalyptique dans le cinéma anglais qui se trouve ici avec cette séquence scellée. Mais au-delà de cette dimension peut-être contestatrice ou politique, Roy Ward Becker va ici au bout des implications esthétiques et métaphysiques que suppose l'idée même de filmer l'apocalypse. La prophétie est une image qui nous hante. Sa réalisation ne peut être que le moment où cette image s'impose au réel, se substitue à lui. C'est précisément
ce que met en scène Roy Ward Baker ici. Pas de petits bonhommes verts qui provoquent le chaos dans les rues de Londres, non, juste une image toute puissante dans le ciel, qui bouleverse le rapport entre objet et représentation, une image qui reformule l'idée de l'enfer selon le peintre Bruegel, c'est-à-dire l'idée du monde à l'envers. Alors j'aimerais vous passer un dernier extrait du film qui se situe finalement juste après le dénouement de l'histoire que je ne vous révélerai pas dans les détails, un dénouement qui voit l'offensive martienne finalement stoppée. En d'autres termes, en fait, il s'agit d'une séquence tout simplement post-apocalyptique. C'est tout simplement le générique du film. Alors, ce qui est important, ce n'est pas les crédits qui défilent, c'est évidemment tout ce qu'il y a autour. Alors, la classique vision religieuse de la fin du monde n'a pas eu lieu. L'invasion martienne a été stoppée à temps. Mais pourtant, la prophétie de l'apocalypse londonienne s'est bien réalisée. L'image refoulée du grand incendie de 1666, celle des bombardements nazis de 40, sont remontées des tréfonds de la station de métro Hobbs Lane. Et on l'aperçoit d'ailleurs dans le premier plan de cette séquence, sur la gauche, parmi les bâtiments détruits et enflammés. Les héros sont littéralement passés de l'autre côté du miroir. Même si la ville revient à la normale, ils sont désormais partie intégrante du cauchemar issu de leur subconscient. Chacun a fait l'expérience tragique de sa propre nature intérieure. Chacun a fait l'expérience du mal. Plus rien n'est comme avant, ils sont seuls dans l'abîme que laisse en eux l'accomplissement de l'apocalypse. Ils sont seuls, isolés de chaque côté du cadre par le générique qui défile, le regard hagard, ne s'apercevant même pas l'un l'autre. Le fondu enchaîné ne cesse de répéter cette image désespérée, contaminée par la musique tragique et lancinante de Tristram Shandy, comme une image rayée, une blessure à l'âme qui ne cicatrise pas. Le film s'achève finalement sur l'horreur métaphysique la plus absolue. C'est une image indépassable de l'apocalypse londonienne qui vient d'être fixée avec ce générique. Le genre, désormais, peut vivre par lui-même. Il peut se nourrir de la fascination pour l'hybridité propre au film de Roy Ward Baker. Ce sera par exemple Life Force de Toby Hooper dans les années 80. Il peut se nourrir de l'iconographie classique du film de Val Guest. Ce sera 28 jours et 28 semaines plus tard. Il peut reformuler sa dimension contestatrice selon les époques. Ça, c'est un petit peu tous ces films qui sont projetés cette semaine ici au Forum des Images, jusqu'à Attack the Block, qui est une sorte de critique sociale des banlieues londoniennes d'aujourd'hui, avec en prisme, en ligne de mire, toujours cette idée d'apocalypse. Et même Orange Mécanique, pour revenir au célèbre film de Kubrick, se situe d'une certaine manière dans l'après Quatermass and the Pit, dans la mesure où le film de Kubrick nous décrit un Londres qui serait un petit peu celui de Becker si le gène martien l'avait en définitive emporté. Finalement, Jean Boulet et son bon mot avaient vu juste. L'apocalypse londonienne, selon Val Guest, selon Roy Ward Baker, voilà typiquement des films qui peuvent donner foi dans le cinéma. Voilà, je vous remercie beaucoup.